Merci pour l'invitation. Donc moi je vais pas vous parler beaucoup de mammifères, je crois que la seule espèce que je vais évoquer c'est Homo sapiens. Et je vais vous parler un petit peu de l'expérience qu'on mène au muséum depuis quelques années autour d'un programme Viginature qui rassemble différents observatoires participatifs qui visent à suivre l'état de la biodiversité, de différents compartiments de la biodiversité, en mobilisant des observateurs volontaires. Donc on est dans un laboratoire de recherche dont l'objet est de comprendre d'essayer de déterminer cet état de santé à l'échelle métropolitaine et surtout de diagnostiquer un peu les causes des variations des effectifs de différentes populations et de pouvoir interpréter derrière quelles sont les pressions qu'on appelle le changement global, l'urbanisation, le climat, l'agriculture, comme ça, comment toutes ces pressions peuvent être à l'origine de variations d'effectifs de cette biodiversité. À ces échelles de temps et d'espace, on peut difficilement expérimenter. Donc on est obligé de s'appuyer sur l'observation et des approches corrélatives, et donc de multiplier le nombre d'observations pour adresser des questions aussi complexes de la biodiversité et les changements globaux. Et multiplier les points d'observation, quand on est un chercheur, même à la tête d'un laboratoire, c'est pas évident comme challenge, d'où le recours à cette force d'observation que sont les réseaux d'observateurs volontaires. Et la science participative, au début, c'est vraiment un outil pour la recherche, pour collecter les données aux échelles des questions qu'on se pose. Alors vous connaissez sans doute, même si ça trait aux oiseaux, le premier observatoire de la sorte qui a été mis en place à l'époque par le CRBPO et qui s'appelle le suivi temporel des oiseaux communs en 1989, qui s'appuie sur un réseau naturaliste relativement bien organisé que sont les ornithologues. Et à partir de 2001, on a un peu rénové la manière de suivre et de programmer un peu ces observations de telle sorte à maximiser l'intérêt et l'effort de ces volontaires en introduisant un plan d'échantillonnage qui consiste à tirer au sort un carré de 2 km sur 2 qui va être suivi ensuite par un volontaire tout au long des années, aussi longtemps que dure son engagement. Un carré de 2 km sur 2 qui est dans un rayon de 10 km autour du domicile ou d'un point désigné par le participant. Donc c'est un tirage aléatoire qui tient compte du caractère volontaire et bénévole, on ne voit pas très loin, qui est 1 parmi 80 carrés possibles, donc c'est pas représentatif de la France, mais on connaît le processus, le plan d'échantillonnage sous-jacent. Et surtout, ça assure que l'observateur va se retrouver dans ce qu'on appelle la nature ordinaire, la campagne, et ne pas choisir l'endroit où il va faire ses observations en fonction de ce qu'il espère y trouver. À l'intérieur de ces carrés sont placés 10 points d'écoute. Ça, c'est le jargon ornithologique. On compte tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, même si la plupart des oiseaux sont détectés à l'ouïe, qui vont être faits chaque année à la même heure, à peu près aux mêmes dates, une fois en avril, une fois en mois de mai, dans le même ordre, de telle sorte à maximiser vraiment la comparabilité. Et à chaque fois, 5 minutes exactement sur chaque point d'écoute pour détecter ces espèces. Associé à ça, une description standardisée de l'habitat. On a à peu près 700-800 carrés qui sont suivis chaque année, ça fait presque autant d'ornithologues, qui couvrent relativement bien toute la France, avec un certain turnover, on a à peu près 10% de renouvellement chaque année, d'abandon ou de nouveaux carrés, des amas qui résultent en fait d'animations locales liées à l'implication des associations ornithologiques. Parfois, vous voyez certaines régularités qui apparaissent en région Bourgogne qui sont liées à un plan d'échantillonnage supplémentaire qui est lié à des financements qui permet d'envoyer là des semis, d'effrayer des observateurs. Mais du coup, une certaine hétérogénéité, mais en même temps une bonne couverture qui permet pour chaque espèce commune d'avoir ces courbes de variation d'abondance à l'échelle nationale qu'on peut avoir aussi aux échelles régionales.
et de faire toutes sortes d'analyses. Des indicateurs, par exemple, c'est à partir de ces données qu'on a vraiment les données les plus fiables qui montrent qu'il y a un déclin des espèces spécialistes de milieux agricoles qui est assez, qui remonte sans doute beaucoup plus en amont que le début des suivis et qui continue à être relativement marqué après une certaine pause et une reprise qui correspond sans doute à l'arrêt de la politique des DGHR. C'est aussi un des jeux de données pour lequel on peut détecter des effets du réchauffement climatique, ou en tout cas des effets qui s'interprètent comme une conséquence du réchauffement climatique, qui sont que le barycentre moyen des populations d'oiseaux se décale vers le nord, à environ 90 km en 16 ans, 5 km par an, c'est infime, mais en même temps beaucoup. Et c'est relativement, finalement, pas aussi rapide que le glissement est mesuré de même manière du climat. Pendant la même période, le climat au printemps s'est réchauffé d'un degré en tendance en France, qui correspond à 250 km. Donc, vous voyez que c'est pas tout à fait... c'est des comparaisons qui sont intéressantes et qu'on peut reproduire parce qu'il y a ce même type de données qui sont collectées, ce même type de suivi standardisé qui sont faits par des réseaux naturalistes en Europe et sur différents taxons, et donc mesurer comme ça la réponse différentielle de différents groupes, de différents endroits au réchauffement. Et on voit que la réponse est d'autant plus forte qu'on est vers le nord-est de l'Europe, où le réchauffement au printemps est particulièrement marqué, et plus forte chez les papillons que chez eux. Alors je pourrais m'étendre des heures là, sur ce jeu de données. Et ce qu'on en a fait, aujourd'hui Viginature, c'est une quinzaine de programmes de ce type. Je ne vais pas vous tous les passer en revue. Il y a plusieurs programmes qui reposent aussi sur des réseaux naturalistes, à l'instar du stock, notamment Vigikiro, dont vous avez probablement entendu parler, une très forte implication de SFPPN dans l'animation. Mais ce qui est plus original, c'est des programmes qui s'appuient sur des réseaux non naturalistes où les observateurs vont se former à la biodiversité en même temps qu'ils participent. Et je vais vous en présenter un en détail, qui est le programme SKIPOL, le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Je suppose que vous avez tous entendu parler du déclin des abeilles et que c'est important, que la pollinisation est un service menacé, que c'est compliqué, il y a des débats à n'en plus finir pour savoir quelles sont les causes. Derrière l'abeille domestique, il y a plusieurs milliers d'espèces d'insectes qui participent à la pollinisation et des spécialistes de chacun de ces groupes, espèces, familles, genres, mais pas de réseau organisé capable de faire un suivi quantitatif des populations de pollinisateurs. L'idée, c'est de recourir à la photographie amateur, mais en la protocolant pour essayer de collecter de l'information qui puisse permettre de mesurer ces variations d'abondance en temps dans l'espace de ces pollinisateurs. Et de recourir donc à cette photo, mais en l'organisant. Et donc la première étape du protocole SKIPOL, c'est un safari photo, 20 minutes, avec un appareil tout à fait ordinaire. On sélectionne une espèce de plante en fleurs. Si vous voulez essayer aujourd'hui, par une belle journée comme ça, sur le lierre, il y a vraiment de quoi s'amuser. Et pendant 20 minutes, on va s'efforcer de photographier toutes les petites bêtes qui viennent se poser sur ces fleurs. On ramène ce matériel, on le met pas sous le lupino, mais sur l'ordinateur qui permet de voir ça de près. Et on va le mettre en collection, comme un entomologue finalement, en triant, recadrant, en essayant de trouver une photo par type d'insecte ou d'araignée qui ont été photographiées. Et ça donne des choses assez surprenantes. Je crois qu'à peu près n'importe qui est capable de faire d'excellentes photos d'insectes sur fleurs. De temps en temps, elles sont un petit peu floues, mais c'est une diversité assez étonnante. La troisième étape, ça va être de mettre un nom sur chacune de ces photos, un nom aussi précis que possible, compte tenu des critères d'identification qu'on connaît et de ce qu'on peut déterminer sur photo. Donc, on a développé une clé d'identification en utilisant XPER qui est assez utilisé pour ce genre de choses sur des critères visuels. C'était fait par des non-entomologues, donc avec le regard
je dirais du néophyte en termes d'insectes ou de systématiques. On s'est efforcé de toujours nommer les espèces ou les groupes d'espèces en respectant la taxonomie et en n'abusant pas sur les noms. Donc quand on ne sait pas voilà. Et l'étape la plus importante, c'est de partager ces collections. Donc on les dépose sur un site internet avec une photo de la fleur, de l'ambiance, une géolocalisation, des différentes choses. Et ce qui est très intéressant et assez remarquable, c'est que le réseau ensuite très très spontanément s'organise comme un Facebook, des commentaires d'accueil et de conseils pour orienter les nouveaux, pour féliciter les plus belles collections, etc. Des données qui sont très visibles, qui sont vérifiables, d'une part par les participants eux-mêmes. On peut émettre des doutes quand on a, pour conseiller, changer l'identification, et qui peuvent être validés ensuite par des experts. Et là, on a un partenaire qui est essentiel, qui est l'Office pour la protection des insectes et de l'environnement, l'OPI, qui nous accompagne depuis le début, qui est vraiment un cofondateur de ce projet. Voilà, on a plus de 150 participants chaque année qui s'appellent des spipoliens entre eux, qui se connaissent par leur pseudo, qui, quand ils se réunissent, décrivent leur addiction à ce programme. C'est un programme qui est relativement en croissance. On a plus de presque 50 000 photos là, collectées en 2016, 5 600 collections distribuées dans toute la France. Voilà, ça fait fin 2016, on avait 1660 journées de 7 heures cumulées d'observation. Ça, c'est juste derrière l'appareil photo. Vous multipliez par 3 à peu près pour avoir le temps total passé devant un ordinateur. Et encore. On touche des néophytes en entomologie, en botanique, plutôt des gens qui se déclarent amateurs en photo. Et c'est notre cible, des amateurs de photo nature qui ne savaient pas par quel bout prendre cette nature et qui trouvent que ça fait sens. Une progression très rapide de la connaissance. Ici, vous avez le taux de bonnes identifications en fonction du rang des 40 premières collections. Vous voyez qu'on commence à 50% quand on est débutant, mais on arrive assez vite à 90%. On n'est jamais parfait en entomologie, c'est pas possible sur des diversités pareilles, mais ça croît. Et de toute façon, tout ça, c'est validé, et c'est pour ça qu'on peut faire ces taux. Donc on a décrit un petit peu la diversité de ça. Là, c'est une photo un petit peu de méthode qui montre qu'on essaie de contrôler au maximum pour les biais de distribution des observateurs en fonction des régions, des habitats, etc. Et qui permet de mesurer l'affinité moyenne des différentes groupes à différents paysages urbains, agricoles, naturels, où on voit que les pollinisateurs les plus fréquents évitent la ville, que c'est assez variable en fonction de l'espèce. La plupart sont urbanophobes, quelques-unes urbanophiles, que parmi les urbanophiles, on retrouve en moyenne beaucoup plus d'hyménoptères que des autres groupes. Mais même au sein des hyménoptères, on a aussi une certaine variation avec des groupes qu'on retrouve préférentiellement plus abondants en ville, plus fréquents en ville et d'autres pas. Je passe un taxon qu'on voit régulièrement dans nos collections, c'est cette bestiole, le frelon asiatique, surtout en cette saison quand il vient sur le lierre. Et là, vous avez deux cartes qui sont faites fin 2015, je crois. Celle sur les données de signalement de l'INPN. Vous voyez qu'il y a une distribution assez fine des cas de frelons asiatiques, et celle qu'on a à partir de nos données, qui n'est pas tellement assez grossière. Mais ça, c'est la courbe des fréquences d'occurrence dans les collections du frelon asiatique et du frelon européen. Vous voyez là une très forte saisonnalité, parce qu'ils viennent essentiellement en automne, mais relativement peu d'indications qu'il y a une augmentation des populations, des effectifs. Il y a certainement une augmentation de la distribution, mais assez peu des effectifs, en tout cas à partir de ce jeu de données. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'autres données quantitatives sur les populations de frelons asiatiques que celle-là, finalement. Ça n'a pas été fait pour ça, mais c'est quand même parce qu'il y a ces protocoles, que ces données sont standardisées, qu'on peut faire ces efforts. Alors qu'avec les données de l'INPN,
c'est très bon pour détecter les tout premières clonisations. Une fois que le frelon, on le voit tous les jours, on arrête de le signaler, donc on n'a pas cette documentation des variations d'effectifs. Voilà, ah oui, un autre truc, c'est qu'on mesure que le lien à l'habitat urbain est beaucoup plus nettement plus fort chez le frelon asiatique que chez le frelon européen, qui montre sans doute aussi une différence de niche à creuser. On a fait des choses sur les fourmis, mais je passe. Cela dit, c'était assez inattendu que ça soit une source de données sur les fourmis. Et on a pu regarder comment différentes espèces de fourmis, différentes familles de fourmis, se répartissent dans des gradients nord-sud et en interaction avec la ville. Et là aussi, c'est une source de données assez unique à ces échelles pour ça. Et donc, je crois que j'arrive à une sorte de conclusion. Ces sciences participatives, c'est un partenariat pour une coproduction de connaissances, mais si vous voulez retenir quelque chose ou un petit slogan, les sciences participatives, c'est pas des données collectées par des citoyens, c'est des citoyens qui collectent des données, et c'est un réseau humain avant tout qui participe à un projet de connaissances, et c'est vraiment comme ça qu'il faut l'envisager. C'est très coopératif. Ça dépend énormément de beaucoup de partenaires, et c'est essentiel de construire ces projets dans ces niveaux de coopération. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Et également, c'est des dispositifs qui sont particulièrement utiles quand on veut chercher la qualité des données protocolées, structurées. C'est essentiel que ces données soient partagées, parce qu'il y a un contrôle qui se fait par les participants, un contrôle social qui se fait par les participants sur la qualité des données, qui fait qu'il y a une assurance qualité qui est assez remarquable, qu'on réalise une fois que ces dispositifs sont lancés. Voilà, je crois qu'il faut que je m'arrête. Donc, je vous laisse des coordonnées.